Hello, hello, welcome to America pour un numéro de Power sur ZeroNet TV entièrement consacré au salon international du CES 2017 de Las Vegas. Alors des technos à n'en plus finir côté télé, c'est le retour OLED, QLED, c'est le fight complet. Allez, on y va, ça va bouger. Dans la série Come Back My Love, Don't Go Away, je vous présente le retour tant espéré de Sony dans le monde de l'OLED avec les Bravia OLED présentés ici au CES de Las Vegas. Je dis bien retour de l'OLED parce qu'il faut savoir qu'en effet, Sony avait déjà présenté des téléviseurs OLED ici à Las Vegas. Et c'était désisté après, donc c'était rétracté. A dit nous, on a du LCD, on a le Triluminos, on a les Quantum Dots et on veut pas d'OLED. Et voilà qu'arrivent les Bravia OLED. Alors là, je me dis c'est incroyable. Et puis en plus, il y a un truc qui est fou, c'est que Sony annonce en conférence de presse, grâce à l'OLED, on va enfin pouvoir donner à nos clients des images avec un noir super profond. Sympa pour le LCD. Donc voilà, donc ils sont de retour, les prix sont un peu astronomiques, c'est normal. Il faut savoir que le retour de l'OLED cette année se fait quand même sur des téléviseurs qui sont super coûteux. C'est-à-dire qu'il y a des trucs qui sont 10 000 euros, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Mais la technologie est là. Il faut savoir également un truc important, je vous dis dans Power, c'est que tous ces téléviseurs, Sony, Panasonic, Shanghai et autres, sont des téléviseurs OLED, ce sont des dalles LG qui sont dessus. Sony fait tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'architecture électronique, le traitement vidéo c'est Sony, tout ce qui est le HDR et autres c'est Sony, mais la dalle en elle-même c'est la technologie LG, donc technologie LG qui a été empruntée à Kodak quand même, parce que LG n'est pas propriétaire de cette technologie, il l'a acheté à Kodak qui était l'inventeur de cette technologie OLED avec 4 couleurs. Voilà, vous savez tous, c'est dingue, mais je suis content de savoir qu'ils reviennent parce que c'est un bon signe, un bon message envoyé pour le retour de l'OLED en 2017. Ça, c'est une certitude. Oups, je veux juste rajouter un petit truc concernant ces téléviseurs OLED Sony Bravia. Ils n'ont pas de haut-parleur. Pourquoi ? Parce que c'est la dalle elle-même qui vibre. Alors c'est comme une sorte de retour haptique, c'est-à-dire que la dalle, on considère que la surface est tellement grande et que le LED est fin, on peut donc faire vibrer tout doucement la dalle. Donc la dalle OLED émet, entre guillemets, le signal audio. On n'a pas tellement entendu, là je suis devant, mais j'entends en effet des choses, mais il y a du monde autour de moi et autres, mais il n'y a pas de haut-parleur, ça vibre devant moi. Voilà, manquez plus que ça. On vous expliquera tout après, parce que là on peut rien entendre, il y a trop de monde. Bon, Power va pas vous faire l'article, voici la révélation suprême, LG OLED TV W. Alors W c'est pour Wallpaper. Pourquoi ? Parce que la dalle est hyper fine. La dalle a une épaisseur de 2,6 mm. C'est-à-dire qu'en effet c'est un papier peint, un wallpaper. Alors pour accrocher ce téléviseur sur un mur, c'est simple, il y a une plaque métallique magnétique sur laquelle le téléviseur vient tout simplement s'agripper. C'est-à-dire qu'il y a des petits magnettes qui sont donc ici et qui viennent donc être aimantés sur le mur. C'est pour ça que vraiment l'idée du wallpaper est intéressante. En bas, une barre de son qui est en même temps l'électronique du téléviseur. Dans la barre de son, vous voyez des petits haut-parleurs qui sortent ici. Les petits haut-parleurs, c'est pour le Dolby Atmos, c'est-à-dire qu'ils sortent au moment où on met le Dolby Atmos, qui permet d'envoyer un son vers le plafond pour avoir un son immersif sur 360 degrés. C'est vraiment le produit le plus abouti actuellement sur la gamme LG, parce que bon, maintenant, ils sont des concurrents maintenant, puisqu'il y a Panasonic qui est arrivé et Sony, mais attention, avec des dalles LG, ces deux-là également. Donc c'est le produit dont tout le monde parle. Le produit qui fait vraiment kiffer, puisqu'en plus il peut s'incurver un petit peu, on peut le coller en l'incurvant sur un mur. Le prix qui a été murmuré pour ce modèle est de 10 000 euros, et pour le modèle qui est la taille au-dessus, c'est environ 30 000 euros. Voilà, donc c'est pour vous montrer la beauté de la bestiole, en même temps les petites informations techniques, bien sûr Ultra HD, HDR, Dolby Vision, tout ce qui va bien au niveau de l'électronique, c'est vraiment le produit suprême chez LG, OLED TV, le LG Signature OLED TV W pour Wallpaper. Voilà, vous savez tout. NanoCell Display, NanoCell Technologies. On est sur le stand de LG et LG également travaille sur le LCD et les fameux Quantum Dots Display. Alors LG a décidé, lui, de travailler un peu différemment de son pote Samsung, c'est-à-dire qu'ils ont placé les Quantum Dot Display carrément ce qu'on appelle collés au cul de la dalle, ce qui permettrait, d'après eux, d'avoir une image qui a un meilleur angle de vision avec une meilleure gestion des pics de lumière et les pics de chroma, donc les couleurs, notamment le rouge et le vert. Ça c'est l'idée de LG concernant le Quantum Dots. Alors il faut savoir que d'après ce que je sais sur LG, j'ai posé la question ici, LG
LG ne travaille pas actuellement sur des quantum dots qui seraient auto-émissifs. Pour ça, eux, ils ont l'OLED. Ils travaillent plutôt à perfectionner la technologie autour de ces points quantiques, ce qu'on appelle des boîtes quantiques, qui permettent d'avoir une colorimétrie, un espace colorimétrique largement supérieur. Voilà, c'est pour vous donner une petite idée de ce qui se passe au niveau du LCD également, puisque ça bouge beaucoup. Ici, je pense que c'est vraiment une année de téléviseurs ici à Las Vegas, avec les annonces autour de l'OLED, les annonces autour de l'évolution du LCD, des quantum dots. Ça bouge de tous les côtés, c'est assez impressionnant, parce qu'en général, on pouvait croire que le monde du LCD et le monde de l'OLED était un petit peu en panne sèche récemment, surtout l'OLED, c'est avec plus que LG qui était sur l'affaire, et maintenant tout le monde s'y met, comme s'il y avait un remords, un regret, disant après tout le LCD c'est sublime, mais le LED c'est bon également, donc on a envie d'en faire. Voilà, c'était le petit discours comme ça, le petit monologue pour Power. Place au rêve, stand LG, voici le LG V20. Alors c'est quoi le LG V20 ? Eh bien c'est ce produit-là, c'est un smartphone qu'on verra jamais en France, puisque le V10 n'a pas été importé, mais quand même place au rêve, on est à Las Vegas. Qu'est-ce que fait le LG V20 ? D'abord c'est un photophone, avec donc une section photo absolument dingue, et il y a surtout à l'intérieur un DAC hi-fi, mais attention, un vrai DAC hi-fi, comme sur le V10, compatible 24 bits 192 kHz. Le produit est annoncé tellement performant qu'il peut également enregistrer des sons en audio HD, donc je suppose qu'il le fait en 24 bits quelque chose. Ils sont tellement sûrs d'eux ici chez LG que les mecs ils se disent c'est tellement bon ce qu'on a là qu'on va mettre des musiciens ici et tout sera enregistré avec le V20, et c'est ce qu'ils font toute la journée, sauf maintenant malheureusement. Ils enregistrent des groupes de musique directement avec le smartphone, qui est donc un audiophone et un photophone, et conçu pour ça et pas prévu pour le sol français. Voilà, c'était la petite séquence, je bave mais c'est pas grave. Parmi les produits intéressants du CES, il y a les LG Mini Beam. Alors c'est ceci, voilà. Ça fait plusieurs années qu'on en parle, mais il y a ces produits qui sont assez marrants. HF80JA, qui est un laser projecteur, c'est-à-dire que la source lumineuse est laser, certainement justement les lasers hybrides avec laser et LED. Alors c'est intéressant, c'est du 1080p, 2000 lumens, un ratio de contraste de 150 000 sur 1. C'est quand même assez étonnant, avec une belle pêche, c'est un produit qui est assez compact globalement. Donc c'est une sacrée avancée quand même sur ces produits qui sont de plus en plus compacts, de plus en plus lumineux, de plus en plus contrastés. Le produit est Wi-Fi, Bluetooth, il a 2 fois 3 watts en speaker à l'intérieur, et le laser est donné pour une durée de vie de 20 000 heures. Donc c'est des produits auxquels je crois quand même pour l'avenir, surtout dans la compacité et la fidélité chromatique qui ne cesse de croître sur ces petites bestioles. Voilà ce que j'avais à dire. Bon allez, c'est parti, c'est un des chocs du CES de Las Vegas. Voici le QLED de Samsung. Alors on va pas commencer à rentrer dans le débat en disant si Samsung crée ça pour contrer les téléviseurs OLED, on va parler de la technologie en elle-même. Depuis un petit moment, vous savez que Samsung travaille ce qu'on appelle les quantum dots. Les quantum dots, c'est des boîtes quantiques en fin de compte, c'est qu'il y a un rétroéclairage, et le quantum dot c'est censé délivrer des couleurs les plus pures possibles. Ça c'est le résumé de la technologie. Alors ça dépend où on les place également, ces quantum dots sur la fabrication d'un téléviseur. Là, Samsung a dit on a créé les QLED parce que pour la première fois on a directement intégré donc les boîtes quantiques de colorimétrie à l'intérieur même du rétroéclairage, c'est-à-dire qu'il n'est plus placé ni derrière, ni au cul de la dalle, ni entre le rétroéclairage et la dalle, mais directement dans le rétroéclairage. Le quantum dots est à l'intérieur. Donc on s'approche un petit peu de ce que veut faire Samsung dans les années à venir, c'est à savoir qu'il désire ne plus avoir aucun rétroéclairage et directement faire en sorte que le quantum dots, donc la boîte quantique, soit auto-émissive. Donc c'est un début. Alors ils annoncent un truc de dingue quand même, parce qu'il faut que je vous en parle, on est dans Power. Ils annoncent qu'ils arrivent à retranscrire, mais ça j'ai pas la preuve, ils me disent que oui, 100% du spectre colorimétrique du cinéma numérique. Voilà. Donc ils disent nous on peut y arriver, on est les seuls, les premiers, grâce justement à l'intégration des quantum dots à l'intérieur même du rétroéclairage. Ils annoncent également un angle de vision un peu plus large, fruit également justement du quantum dots, des quantum dots à l'intérieur du rétroéclairage, et d'un algorithme qu'on paraît-il secret, enfin je ne sais plus, parce que pour le moment nous on est là, on prend les informations, on n'a pas encore les moyens de tester, il y a quand même une frustration, mais c'est vrai que les couleurs sont magnifiques devant moi, il y a un angle de vision qui est large, et le noir est très très bon. À savoir également, c'est un truc super important, hop, on va continuer notre petit tour, à savoir qu'il y a plusieurs gammes, il y a la gamme Q7, Q8, Q9, les modèles sont tous un petit peu différents, il y a des modèles qui sont incurvés, les modèles qui ne sont pas incurvés, il y a des modèles qui ont un rétroéclairage en Edge, LED, et d'autres qui ont un rétroéclairage en full LED suivant les prix et les modèles. Ils sont tous évidemment Ultra HD, ce qu'on appelle 4K. Voilà, c'était pour vous dire, voilà, un des chocs ici, c'est vraiment tout le monde veut venir voir les QLED. C'est vraiment, comme je le dis dans toute cette émission, c'est vraiment le retour du téléviseur qui est mis en avant à fond durant le CES 2017.
Bon, je crois qu'il est temps de rigoler un petit peu ensemble. Voici des téléviseurs qui sont tous compatibles avec le High Dynamic Range. Voilà, ça permet d'avoir une amplitude énorme entre les signaux qui sont en basse lumière et les signaux en haute lumière. Mais attention, figurez-vous qu'il y a 4, regardez, je vais mettre devant 4 types de HDR, entre guillemets. Il y a le HDR de Technicolor, qui est donc ici. On continue avec le Hybrid Log Gamma, qui est un HDR entre guillemets un peu universel. Même des téléviseurs qui ne seraient pas HDR seraient capables d'encaisser le signal et de se booster un petit peu. Après, ça continue, c'est pas fini. Il y a le HDR 10, qui est donc la version premium du HDR. Il y a beaucoup de téléviseurs compatibles HDR. Et il y a le Dolby Vision, le HDR de Dolby, qui est un truc un peu plus aléatoire, qui agit en temps réel, que moi j'aime bien parce qu'il est très souple. Voilà, donc si vous voulez, pour que les gens ne soient pas paumés, on n'a donc pas décidé de faire un seul HDR, mais 4. C'est tellement plus simple. Alors donc il n'y a pas beaucoup de téléviseurs qui acceptent les 4 en même temps. Je pense que dans peu de temps, ça risque d'être le Hybrid Log Gamma qui risque peut-être de tirer son épingle du jeu parce qu'il est un peu plus universel, ou alors Dolby Vision qui bosse comme un malade pour essayer de grappiller des parts de marché autour du HDR. Bref, c'est drôle et en même temps moi ça me fait un peu pleurer parce que je me dis bon sang, comme toujours, plein de formats, plein de standards et le public qui comprend rien de l'autre côté, et même nous les journalistes on est là, on se dit mais il faut que ça s'arrête à un moment donné. Il faut qu'on trouve une seule solution et pas 4 ou 5 ou 15. Voilà, je dis ce que je pense. Voici un des gros chocs du CES Las Vegas, même si tout le monde l'attendait, tout le monde se disait ça va arriver, le retour de Panasonic dans le monde du téléviseur OLED avec ce modèle qui est bien sûr Ultra HD. C'est un modèle qui s'appelle 65EZ10000 qui est un produit qui a été vraiment conçu avec l'expérience Panasonic. C'est-à-dire que Panasonic, si vous ne le savez pas, Panasonic à Hollywood, à Los Angeles, donc à le Panasonic Hollywood Laboratory. À l'intérieur, il y a des tas de techniciens, des coloristes et autres, et toutes ces personnes-là travaillent en fin de compte sur la colorimétrie de tous les matériels. Et à l'intérieur de ce téléviseur, justement, il y a un cœur. Il y a un cœur qui s'appelle le Studio Color HCX2, qui est un processeur qui a été entièrement travaillé avec les coloristes de Hollywood sur ce produit qui est donc le OLED, un OLED TV. En plus, il est agréé THX. C'est vraiment tout le monde qui s'est mis dessus pour dire ce produit, c'est le produit hollywoodien à part entière. Donc tous ces techniciens, les filmmakers et autres ont dit ok, le téléviseur OLED qui est ici correspond à la vision que nous on a au niveau de la colorimétrie, de la définition, du contraste et de la luminosité de tous nos films. Voilà, c'est le but de la manœuvre. Bien sûr, Panasonic en profite pour balancer tous ces nouveaux lecteurs de Blu-ray. Cette fois-ci, il y a des Blu-ray Ultra HD, même en mini, qui sont là. Il y a vraiment toute une gamme qui se pointe. Donc peut-être on va trouver des produits qui seront à pas cher au niveau des lecteurs. Par contre, les téléviseurs continueront à être chers. Ce modèle, j'ai pas tout à fait le prix, mais je pense qu'on doit avoisiner à peu près les 10 000 euros pour ce téléviseur. Donc nouvelle génération OLED Ultra HD Panasonic. Il faut savoir qu'à l'intérieur de ce produit, il y a vraiment tout ce qu'il faut, c'est-à-dire le HDR est également prévu à l'intérieur, le HDR donc 10, le HDR le plus puissant, entre guillemets, puisqu'ils annoncent une luminosité qui peut atteindre 800 nits. Alors pour savoir, la plupart des OLED TV sont à 400 environ, et là ils disent bon 800, nous on y arrive, on sait que la norme c'est 1000, à partir de 1000 on considère que le HDR est plein pot, mais déjà obtenir 800 nits sur du HDR, sur de l'OLED TV, c'est admirable. Donc c'est un retour en force de Panasonic autour de l'OLED TV, même si c'est coûteux, c'est bon de le notifier parce que ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que cette année, c'est le comeback total, des téléviseurs et de l'OLED TV, et en même temps des téléviseurs LCD avec le QLED de Samsung et autres. On sent qu'il y a une poussée des téléviseurs absolument délirante. Donc on est chez Sony, voici une projection Ultra HD qui est faite en rétro, ici en bas. Donc voilà, le meuble qui est en bas diffuse directement l'image Ultra HD. C'est discret, c'est un prototype encore, c'est pas en vente. Chez Sony qui met ça en route. Alors donc pour ajouter, la luminosité du produit est annoncée pour 2000 lumens ANSI. On fait un petit tour rapide chez Audio Technica, une marque que j'aime bien et je les aime bien en plus parce qu'il y a plein de nouveautés. Parce que je veux dire, moi, il n'y a pas des milliards de nouveautés actuellement sur le CES au niveau de l'audio. Il y a des marques qui sont présentées ici, mais ici, il y a de la nouveauté. Il y a une nouveauté de côté des platines, notamment 2 petites platines qui sont ici, sont la AT-LP3 qui coûte 249 €, ces petites platines qui sont ici, parce que à la base, il faut savoir que Audio Technica au Japon est surtout connu pour avoir fabriqué des cartouches, des cartridges comme ça, des cellules. Donc ils ont une gamme entière qui est ici, 2 platines
coquines, c'est mignon, et eux c'est des pros de ça. Mais c'est pas fini, je vais vous montrer un casque qui est pas comme les autres. Ce casque est pas comme les autres car c'est un casque qui permet de recevoir le flux numérique direct sans passer par un DAC. Je m'explique, ça s'appelle Pure Digital Drive. Les produits sont un petit peu coûteux quand même. C'est le DSR9 BT qui coûte 599 € pour celui-ci. Et le suivant, voilà, c'est le casque. Et puis il y en a un qui s'appelle le DSR7 BT qui coûte 349 €. Donc voilà comment ça se passe techniquement. En général, quand on a un casque en Bluetooth et quand on reçoit un signal en numérique, il y a un DAC qui est avant, qui transforme le son numérique en analogique. Là, il n'y a pas de DAC dans ce produit. C'est directement le haut-parleur, donc le driver, qui joue le rôle de DAC et qui est motivé par le flux binaire. Donc c'est assez différent, on le testera dans Power pour vous dire ce qu'on en pense. Autre nouveauté chez Audio-Technica, il y a également des intras. Il y a 2 paires d'intras qui sont en train d'être lancées actuellement. LS50i, c'est inspiré de toutes les séries d'intras monitoring professionnel de la part d'Audio-Technica. C'est un prix de 99 €. Et à côté, on a une autre paire d'intras, 70IS, 149 €. Là, c'est bien, j'ai carrément les références et les prix. Un produit qu'on adore dans Power depuis longtemps, c'est le MSR7 d'Audio-Technica qui a maintenant un grand frère. Le voici, le voilà, c'est le SR9. Qu'a-t-il de différent? Il y a des membranes beaucoup plus larges avec 50 mm. C'est vraiment le produit, le NEC plus ultra, même si l'autre est excellent. Là, c'est vraiment pour les geeks, pour les mecs qui aiment la musique, l'audio définition et autres. Le produit coûte quand même 549 €. On en parlera dans Power quand on le testera. Belle bestiole, belle bestiole. Je tenais vraiment à terminer ce numéro de Power en parlant de drone. C'est plus que le fruit de saison, le drone ici au CES. Tous les ans, les stands grandissent, grossissent, l'emplacement des drones est gigantesque. Il y a des drones de toute taille, de toute dimension, de tout poids. Il y a bien sûr les gros drones qui sont des drones E-Hang ou même les Phantom 4 ici de DJI qui sont des gros drones. Et il y a des petits drones qui commencent à faire un carton et je crois en ces drones-là également. Ce sont les selfie drones. On les met sur la main, ils décollent et hop. Là, on est en train de connecter en fin de compte le drone à l'application, en fin de compte, qui permet de le gérer. Coucou, voilà, je suis là. Et le produit est très très léger, c'est ça qui est étonnant, il est très très léger. Hein. Donc la connexion est effectuée entre le drone. Alors ce que je sais de ce drone, le Hover Camera, il est en vente aux États-Unis à 599 €, donc il est en vente maintenant. Voilà, pour le mettre en haut, ça, là, il reste en l'air. Directement, on appuie sur le bouton, il reste directement en l'air, devant nous. Et on a le retour image immédiat ici. Voilà le selfie drone, on peut le contrôler directement par l'application, savoir ce qu'il veut faire ou pas. On peut le faire bouger un peu de tous les côtés. Voilà, il est capable de vous scanner votre visage et suivre votre visage. C'est à ça que je crois. Personnellement, ce genre de drone qui peut être utilisé par tout le monde d'une façon étonnante et hop, en prenant la main et c'est terminé. Bon voilà, je suis très ému, c'est la première fois que je le vois en vrai. C'est un projet de véhicule volant autonome signé E-Hang. Alors E-Hang, on en a beaucoup parlé déjà dans Power, il y avait un numéro spécial sur un drone E-Hang. E-Hang est un spécialiste en fin de compte du genre de produit, ça c'est le E-Hang 184. Je sais qu'il est testé ici dans le désert du Nevada depuis un petit moment. Donc c'est normal qu'il soit ici, parce que Las Vegas c'est quand même dans le Nevada, donc c'est juste à côté. Je sais qu'il y a des essais sur le territoire américain. Donc je n'en sais pas plus par contre, parce qu'il paraît-il, il est finalisé, il serait capable en effet de voler et transporter une personne. Mais bien sûr, c'est pas homologué ni quoi que ce soit. Vous pensez bien, l'engin, il est encore en projet de finalisation, si je puis dire. Mais regardez un petit peu, si on se baladait tous là-dedans dans peu de temps, c'est Minority Report, c'est la science-fiction pure et simple. Donc voici le E-Hang 184 dans Power, Smart, Safe and Green. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Power, Made in USA, depuis le CES de Las Vegas. J'espère que ça vous a plu. On a parlé beaucoup de téléviseurs, mais c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. C'est que là, c'est le retour complet des téléviseurs et de tous les technos qui vont avec. On sent qu'il va y avoir du fight et moi, ça me plaît bien. On aura plein de trucs à vous raconter. Dommage que les produits soient aussi coûteux que ça. Mais je pense que ça va se démocratiser de plus en plus au niveau de l'OLED et d'autres technologies. Voilà, je vous dis à très très vite sur 01net TV. D'ici là, vous pouvez bien sûr continuer à faire des bêtises avec moi avec les réseaux sociaux, ma chaîne YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Power qui sera peut-être encore aux États-Unis, je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais rien. Allez, à très très vite sur 01net TV.